Bonjour, je m'appelle Samuel Hsted, je suis un interne à l'hôpital Antoine Becler. Je vous présente le sujet d'analgésie post-césarienne. Je commence par une petite définition. La douleur, c'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable suite à une lésion qui existe ou potentielle. Euh, Peut être divisée en douleur aiguë et chronique et a quatre composantes affectivo-émotionnelles, comportementales, sensorielles et cognitives. Ce qui caractérise la douleur post-césarienne est que cette dernière peut modifier métaboliquement le corps de la femme enceinte qui a accouché. Sur le plan respiratoire, on a un mauvais échange gazeux avec augmentation de consommation en oxygène. Sur le plan gastro-intestinal, un ralentissement du péristaltisme. Sur le plan mobilité, diminution de la mobilité de la femme, donc augmentation de la stase veineuse et de risque thromboembolique. Et finalement, perturbation de qualité de sommeil. Elle est considérée comme une douleur forte selon le consensus phare en 1998, équivalente à celle d'une hystérectomie par voie laparotomie, d'intensité maximale à 48 heures, pendant les 48 heures post-opératoires, et puis ça diminue. Double origine, d'origine neuropathique ou somatique suite à l'incision et viscérale à cause des contractions utérines favorisées par les ocytociques et l'allaitement. Cette douleur commence par être une douleur aiguë qui est brève, d'intensité variable, qui peut, si mal gérée, se transformer en une douleur chronique si elle persiste plus que 3 mois. Elle est considérée destructive et il faut la traiter comme une pathologie. Dans une méta-analyse publiée en 1999, on trouve que le pic de douleur, c'est à la 27e heure. Ça correspond au moment de transition entre la fin de l'efficacité de la morphine périmédulaire et la nécessité de début d'analgésie multimodale. Dans une cohorte chinoise publiée en 2018 à propos de la douleur chronique post-césarienne, on trouve que l'incidence de la douleur post-césarienne était à 12,2 après 3 mois, ça baisse à 3,8 après 6 mois et 0,8% après un an. On trouve parmi les facteurs de risque le type d'anesthésie, surtout l'anesthésie générale. Le degré d'urgence, c'est bien évidemment les césariennes urgentes et le type d'analgésie en post-opératoire. Un des facteurs de risque prédicteurs de cette douleur chronique est les antécédents de césarienne. Et bien évidemment, cette douleur a un impact énorme sur la qualité de vie de la mère et la relation avec son enfant. Donc, comme objectif de l'analgésie est de soulager la douleur, de ne pas entraver la relation mère-enfant en limitant les effets secondaires des antalgiques, de favoriser la mobilité pour diminuer le risque thromboembolique, d'être compatible avec l'allaitement et finalement de prévenir la douleur chronique. La stratégie analgésique, c'est une approche multimodale qui se base en premier lieu sur les antalgiques non opioïdes, les anti-inflammatoires, le paracétamol, le nefopam, les antalgiques opioïdes, la morphine par voie systémique et par voie périmédulaire, et finalement les anesthésiques locaux, soit en faisant des blocs comme le TAP bloc et le QLB, soit en infiltrant la cicatrice directement par single shot ou en mettant un cathé au niveau de la cicatrice. Je commence rapidement je présente quelques études à propos des antalgiques non opioïdes. On trouve les ANS ayant une efficacité prouvée post-césarienne. Ça diminue la consommation de morphine post-césarienne et améliore les scores de VA avec moins de sédation. C'est une étude publiée en 2016. Le paracétamol inhibe les prostaglandines impliquées dans l'inflammation et ne donne pas de réaction chez le nouveau-né, puisque les nouveau-nés sont capables de le métaboliser. Et finalement, à propos de nefopam, qui n'a pas de propriété opioïde, qui va inhiber la recapture de noradré, sérotonine et dopamine à une dose de 20 mg à chaque 6 heures, ne diminue pas la concentration de prolactine et ne retarde pas l'allaitement. Et bien évidemment, pas d'effet chez les nouveau-nés. C'est une étude publiée en 2017.
On passe vers les antalgiques opioïdes par voie systémique. Dans une étude publiée en 2015 à propos des opioïdes et l'allaitement, on trouve qu'il y a une corrélation significative entre la concentration plasmatique d'oxycodone et la concentration du lait maternel. Malgré cette accumulation, on trouve que le bénéfice maternel par le confort et l'initiation d'allaitement dépasse de loin le risque minime chez le nouveau-né, tout en gardant à l'esprit qu'il faut monitorer les effets secondaires chez ces nouveau-nés sur le plan sédation, dépression respiratoire et symptômes gastro-intestinaux. Une autre étude publiée en 2011. Dans cette étude, ils ont divisé les femmes selon leur métabolisme de CYP2D6. Les femmes qui ont un métabolisme ultra rapide peuvent causer des dépressions respiratoires et neurologiques chez le nouveau-né. C'est documenté uniquement avec la codéine. Cet effet est causé par l'immaturité de l'enzyme CYP2D6 chez le nouveau-né. Donc, il faut limiter les doses des opioïdes pour traiter la douleur maternelle. En 2018, début 2018, l'FDA a mis le tramadol parmi les drogues à éviter chez la femme qui allait. Par contre, dans une étude publiée en mars 2018, dont le but final est de différencier tramadol et codéine sur le plan d'allaitement, on trouve que le tramadol est métabolisé par le CYP2D6 hépatique pour donner un métabolite actif qui peut causer une sédation et une dépression respiratoire. Tout en sachant que la concentration plasmatique chez le nouveau-né dépend de trois paramètres qui sont la concentration dans le lait maternel, qui est le reflet de la consommation maternelle et son métabolisme, de la quantité de lait ingéré et finalement de la clairance néonatale, sachant que cette enzyme est immature chez le nouveau-né, le CYP2D6. Ils ont trouvé que la quantité de tramadol excrétée dans le lait maternel ne dépasse pas le 2,5%. Ils ont fait l'étude sur 75 femmes qui ont eu 100 mg de tramadol chaque 6 heures et ils ont mesuré la concentration plasmatique et dans le lait maternel de tramadol et son métabolite M1. Et comme conclusion finale, ils ont trouvé que le nouveau-né a le même fonctionnement neurologique que le groupe de contrôle. Et par suite, la contre-indication mise sur la codéine pendant la phase d'allaitement ne doit pas inclure le tramadol. On passe vers une autre branche d'utilisation de morphinique, c'est la morphine en intrathécale, dont la durée d'efficacité est limitée à 100 microgrammes. Un effet plafond à partir de 200 microgrammes et le délai de recours à des antalgiques à la 27e heure. Les effets secondaires qu'on trouve sont le prurite, les nausées, les vomissements, qui sont des doses dépendantes, significativement diminuées si on ne dépasse pas les 100 microgrammes. La dépression respiratoire est présente, mais elle est rare si on ne dépasse pas de 100 microgrammes. Il faut faire attention chez les femmes obèses ayant un BMI supérieur à 35 et les femmes ayant un syndrome d'apnée de sommeil. Une autre forme de morphine, c'est la morphine en péridurale, chez les femmes qui accouchent sous péridurale. Donc, on trouve sur le tableau que la consommation en PCA de morphine diminue quand on augmente la dose de morphine en péridurale. Mais l'efficacité analgésique est une dose dépendante jusqu'à 3 mg, même 3,75 mg. La durée d'analgésie est de 18 à 26 heures et on trouve que le prurite est quasi constant, quelle que soit la dose. Et la dépression respiratoire est rare si on ne dépasse pas le 3 mg. Mais il faut faire attention aussi chez les femmes obèses et ayant un syndrome d'apnée de sommeil. Donc, on passe vers une autre branche des antalgiques qui sont les anesthésiques locaux. Je commence avec le tape bloc. C'est un bloc facile à faire en position dorsale. On recherche les trois muscles abdominaux et qui sont l'oblique interne, l'oblique externe et le transverse. Et on injecte entre l'oblique et le transverse le produit anesthésique. Dans une étude publiée en 2008 à propos de l'efficacité de tape bloc, on a fait cette étude sur 50 patients de classe ASA 1 et 2
La césarienne faite sous rachis-anesthésie contenant bupivacaïne hyperbare plus Fanta. Et on a divisé les patientes. 25 patientes ont eu un TAP bloc à bupivacaïne à concentration de 0,75% et 25 patients à TAP bloc avec du sérum salé. L'objectif primaire, c'était de doser la morphine pendant les 48 heures post-opératoires. L'objectif secondaire, c'était la première dose de morphine, demande de morphine, l'évaluation du score de douleur et les effets secondaires de la consommation de morphine. On trouve comme résultat qu'on a moins de consommation de morphine pendant les 48 heures post-opératoires, un retard de première demande de PCA vers 220 minutes post-TAP bloc, tandis que le groupe de contrôle était à 90 minutes, et des meilleurs scores de douleur au repos et au mouvement après un TAP bloc. Une autre étude qui confirme ces résultats, publiée en 2018, ils ont fait l'étude sur 88 parturientes ASA1, ASA2 avec rachis-anesthésie sans morphinique. Le premier groupe a eu un TAP bloc à bupivacaïne 0,25% en bilatéral, groupe de pas de TAP bloc. Et l'objectif principal est d'évaluer l'efficacité de ce TAP bloc. Ils ont trouvé qu'on a eu un meilleur score de douleur avec le TAP bloc et moins de consommation de tramadol. Tandis que dans une étude publiée en 2011 qui a comparé l'efficacité de TAP bloc par la morphine intrathecale pour soulager la douleur en post-césarienne. Dans cette étude, ils ont divisé 80 patients en 4 groupes. Soit ils ont eu la morphine intrathecale avec TAP bloc, soit morphine intrathecale sans TAP bloc, soit TAP bloc sans morphine intrathecale, soit rien. Le TAP bloc, on a utilisé la bupivacaïne 0,375% comme anesthésique locale. L'objectif primaire est d'évaluer la douleur au mouvement. Les objectifs secondaires, d'évaluer la douleur au repos, la consommation de morphine, la satisfaction, la sédation, nausée et prurite, qui sont les effets secondaires de la morphine. Et comme résultat, on trouve qu'on a un meilleur score de douleur H6 dans les groupes à morphine intrathecale, mais même score de douleur après 24 heures. La consommation de morphine était plus basse dans les groupes à morphine intrathecale. Pas de différence sur plan sédation. Besoin supérieur si en antiémétique si on associe la morphine intrathecale avec le TAP bloc. Et prurite, bien évidemment, plus fréquent dans le groupe morphine. En conclusion, on trouve que dans cet article que la morphine intrathecale garde sa supériorité par rapport au TAP bloc pour l'analgésie post-opératoire et que l'adjonction de TAP bloc n'améliore pas cette analgésie. On passe vers un autre type de bloc qui est le QLB, le bloc carré de l'ombre. En position latérale, il faut rechercher les 3 muscles abdominaux pour trouver enfin le muscle carré de l'ombre et injecter sur le bord antérolatéral le produit anesthésique à la jonction avec le fascia de muscle transverse. Dans une étude publiée en 2018 à propos de l'efficacité de ce bloc, on a fait cette étude sur 60 patients sous rachis-anesthésie à bupivacaïne hyperbare plus Fanta. 30 patients ont eu le QLB type 1 à la fin de la césarienne. Et donc, comme objectif, on a évalué l'efficacité de QLB1 en vérifiant la consommation de la morphine, le score de douleur pendant les 48 heures post-opératoire. On a trouvé en post-op qu'on a moins de consommation de morphine dans le groupe QLB1, mais meilleur score de douleur. Première demande de morphine était à 618 minutes dans le groupe QLB1 par rapport à groupe de contrôle de 122 minutes. Et on n'a pas eu de différence sur le plan prurite, nausée, vomissement, durée de bloc moteur et sédation. Ce qui est parmi les points importants de cet article, ils ont fait dans la discussion une comparaison entre l'efficacité de QLB et TAP bloc. On trouve que le TAP bloc agit sur la douleur somatique en bloquant le nerf sensitif T9, T10 ou T11L1 par la simple diffusion des anesthésiques locaux dans la région du muscle transverse abdominal, tandis que le QLB1 agit sur les deux types de douleurs, somatique et viscérale, en bloquant un plus grand nombre de nerfs sensitifs de T4L1
par la diffusion dans la région de paravertébrale. Une autre utilisation des anesthésiques locaux et on peut faire à la fin de l'opération, on a infiltration single shot avec des anesthésiques locaux. C'est une technique facile à faire et pas d'effet secondaire, mais d'efficacité controversée et durée d'action limitée. Pour cette raison, on a essayé d'infiltrer de façon continue la cicatrice avec des cathés. Dans une étude publiée en 2000, faite sur 50 patients sous anesthésie à bupivacaïne, on a mis à la fin de l'opération un cathé multiperforé sous la fascia, soit connecté à une pompe à bupivacaïne 0,2%, soit sérum physiologique. L'infusion de bupivacaïne a été autocontrôlée par la patiente. Comme résultat, on a eu diminution de besoin de morphinique en post-opératoire et amélioration du score de douleur au mouvement. De même, en 2006, on a fait une comparaison entre l'efficacité de l'infusion continue de la cicatrice et une péridurale en post-opératoire. On a utilisé le même anesthésique local qui est le levobupivacaïne. Et on a mis le cathé sous le fascia abdominal, sur le fascia ici. Et on a injecté la méthodologie d'injecter soit 10 ml de levobupi par voie péridurale avec du sérum physiologique par cathé, soit l'inverse, d'injecter 10 ml de levobupi 0,25% par voie cathé et sérum physiologique par péridurale. On trouve que dans le groupe péridural, on a eu un meilleur score de douleur au mouvement, moins de consommation d'anesthésiques locaux pendant les 4 heures post-opératoires, mais les deux groupes présentent le même score de douleur au repos. Toutes les patientes ont pu marcher dans les 24 heures post-opératoires. On a eu moins de consommation d'oxycodone dans les 72 heures post-opératoires, pas d'effet secondaire, pas de toxicité aux anesthésiques locaux et un niveau de satisfaction élevé. Donc, comme conclusion, l'infusion de la cicatrice par des anesthésiques locaux assure une analgésie comparable à celle de péridurale et peut-être une alternative. Finalement, je vous présente une étude faite au Liban, à l'hôpital Hôtel Dieu de France à Beyrouth, dont je faisais partie. Et cette étude a été présentée au congrès de SFAR. À propos d'infiltration continue de bupivacaïne dans la cicatrice de césarienne pour l'analgésie post-opératoire. On a fait l'étude, c'est une étude prospective randomisée comparative double aveugle sur 60 patientes recrutées entre mars et novembre 2017, faite sur des patients de groupe ASA 1 ou 2, faite sur anesthésie. Donc, on a divisé les patientes en deux groupes de 30. Le premier groupe a eu de bupivacaïne, sufentanil sans morphine intrathecale. On a mis à la fin de l'opération un cathé avec une pompe à bupivacaïne 0,2%. Le groupe de contrôle, on a fait un rachis classique avec morphine intrathecale, avec un cathé connecté à une pompe à sérum physiologique. Les deux groupes étaient comparables sur le plan âge, BMI, âge gestationnel, groupe ASA, et même en post-opératoire, même durée de bloc moteur, même durée de reprise de transit gastro-intestinal, d'hospitalisation, de début d'allaitement. Et si on trouve les résultats, on a eu au même score de VA, c'était comparable entre les deux groupes, et même incidence de nausées et vomissements, mais on a eu moins de prurite dans le groupe à bupivacaïne. Et de même, on a eu meilleur score de satisfaction dans le groupe à bupivacaïne. Donc, en conclusion, on trouve que l'analgésie par infusion de la cicatrice est une analgésie efficace ou comparable à celle assurée par la morphine intrathecale, avec meilleur score de satisfaction et moins d'incidence de prurite. Finalement, une analgésie efficace avec une reprise précoce de l'alimentation, une reprise précoce de la mobilisation sont les pierres angulaires d'une réhabilitation post-césarienne efficace, dans le but de favoriser la relation entre la mère et l'enfant.
Une analgésie efficace, on peut suivre cet algorithme. Si une patiente peut être faite sous rachis anesthésie, on peut adjoindre le morphine intrathécal de 100 microgrammes. Au cas d'antécédents de prurite, nausées, vomissements, on peut passer vers les blocs, soit TAP bloc en bilatéral, QLB type 1 en bilatéral ou infusion par un cathé des anesthésiques locaux. Si la césarienne est faite sous péridurale, on peut à la fin de l'opération d'injecter de morphine à 2 mg. Et au cas d'antécédent de prurite ou un BMI supérieur à 35 ou un syndrome d'apnée de sommeil, on fait l'étape bloc, LB ou infusion. Et si la césarienne est faite sous anesthésie générale, on peut passer directement voir les blocs ou l'infusion de la cicatrice. Tout en gardant en esprit qu'il faut utiliser aussi une analgésie multimodale, les anti-inflammatoires, le paracétamol et le nefopam. Merci.